Allô? Oui, allô? Oui, Bonjour, monsieur Garretier. c'est moi. Voilà. Voilà, je me prénomme monsieur Poiré-François. En fait, vous êtes en direct sur Radio Auville Lumière. Donc, François Poiret, c'est vous? oui, c'est moi, oui. Formidable, enchanté, François. Merci d'avoir accepté déjà l'invitation de Radio Auville Lumière, hein. C'est très gentil de votre part. On peut se tutoyer, non? Vous êtes une web radio, c'est ça? Une web radio, ouais. C'est vraiment, on peut que nous écouter sur le net. Euh, Ouais, donc, avec moi, j'ai Florian Lavigne, donc, qui est du site tribunepsg.fr. Et, ouais. et Nicolas Hénon du site pariteam.fr. Bon, formidable. Donc ils ont Alors, quelques... de quoi on va parler? De la ville de Marseille, c'est ça? Je vais vous laisser avec mes deux animateurs, comme ça ils ont quelques questions à vous poser. Donc c'est à toi, Florian. Bon, formidable. Là, on est à l'antenne, là. On est à l'antenne. On est à l'antenne, tout à fait. Là, tout le monde m'entend, là. Donc, si je dis la moindre bêtise, ça va se retourner contre moi. Non, mais faut bien rigoler. Ah bah, oui, sûr. Sinon, on n'est pas de choses, vous savez. À toi, Florian. Bonsoir, Geoffrey. Ça commence bien. Désolé. Je vous suis, au niveau de vos articles, de vos interventions dans les émissions du groupe Canal. Et en fait, je voudrais vous poser une première question qui consiste à lancer un mercato, en fait. Ouais. J'ai le souvenir d'un de vos articles courant le mois d'août, il me semble, où vous étiez le premier journaliste à lever le voile sur le dossier Cristiano Ronaldo. Ouais. Enfin, le premier journaliste, non, je n'étais pas le premier journaliste, j'étais un des journalistes qui avait évoqué l'éventualité, parce qu'à l'époque on en parlait, de la venue de Ronaldo au PSG. Voilà, tout à fait. Et ma question, en fait, c'était au niveau des journalistes, si l'information n'est pas trop ressortie, est-ce que c'est dû au fait qu'ils avaient peur de se décrédibiliser ou qu'ils avaient simplement pas trop d'infos, quoi? Non, mais il y avait un certain mystère autour de l'opération ou non, mais de toute façon, le club, le PSG, a communiqué le moins possible là-dessus. Les seuls qui ont communiqué autour de l'éventualité de transfert de Ronaldo, et encore une fois, ça fait maintenant depuis plus d'un an, depuis avant l'été 2012 que la question se posait, les échos venaient surtout d'Espagne. On sait très bien que le PSG a essayé de le faire. Dans l'histoire, ils sont heurtés à la volonté farouche de Florentino Pérez de garder son joueur pour pouvoir rivaliser avec le Barça de Messi et Neymar. Ensuite, il y a, je pense, une question de non pas de crédibilité, mais tout simplement de voie à suivre. Quand vous n'avez absolument pas d'information, soit vous suivez le mouvement quand l'affaire est prête de se faire, soit vous vous taisez, ce qui est logique, c'est une position normale de journaliste. Là, pour le coup, personne ne peut contester le fait que la prudence ait été la position à tenir. D'accord. De toute façon, moi, honnêtement, je me suis dit, s'ils sortent pas peu d'informations, ça va faire comme le cas Beckham, qu'on se rappelle qu'il a signé au dernier moment et que... Oui, il a fini surtout, il a fini au dernier moment et un an plus tard, vous vous souvenez. Vous vous rappelez de la une de l'équipe il arrive, en fait il est arrivé, oui, mais non. Donc on verra si Ronaldo viendra à la fin de l'année. Aujourd'hui, c'est pas la tendance.
Vous savez comme moi que ça peut aller très très vite dans un sens comme dans l'autre. Mais pour l'instant, on n'en parle pas parce qu'on n'a absolument aucune information qui nous permette de dire que dans un an, le transfert de Ronaldo au PSG se ferait. Donc je pense que le mieux, c'est de clore ce dossier et de parler d'autre chose. Oui, tout à fait. Oui. Allô? Oui, bonjour, monsieur Geoffroy. D'abord, je suis admiratif de votre travail et je suis toutes les émissions où vous apparaissez, généralement à l'Infosport. Ouais, vous êtes d'où? Excusez-moi, votre nom c'est? Nicolas de ParisTeam.fr. D'accord. Nicolas, ok. Je voudrais savoir votre sentiment sur l'information du Parisien aujourd'hui concernant les prévisions budgétaires du Paris Saint-Germain, qui est à prévoir. Je pense sûrement en parler tout à l'heure, mais j'aimerais savoir votre sentiment dessus. Sur le fait que d'ici 2016-2017, le budget du PSG serait porté à 530 ou 540 millions d'euros, c'est ça? C'est exact. Écoutez, là pour le coup, j'ai pas envie de commenter l'information ainsi qu'à l'inverse d'un confrère que moi je n'ai pas, mais le Parisien travaille sur ce dossier de manière régulière, sur des sources. Je pense que cette source, elle est tout à fait fiable et la logique du Qatarien concernant le PSG, c'est d'en faire le premier club du monde en termes de recettes et en termes d'image, avant même de devenir le premier club en termes de palmarès, ou en tout cas en termes de compétitivité européenne. Donc oui, c'est évident que il y a un moment, la suprématie économique du PSG pourrait se manifester en dépassant, avec un budget qui dépasserait le demi-milliard d'euros, puisque c'est ça le titre du papier. Le Real est déjà à cette hauteur-là. Le Real dégage un chiffre d'affaires annuel maintenant je pense que sur l'exercice 2012-2013, on va friser les 550 millions d'euros. Barcelone va bientôt dépasser les 500 millions. Le Bayern s'en approche petit à petit. Donc, vu que la vocation du PSG, c'est d'aller dans les 5 plus grands clubs du monde, ça a été dit et répété à de nombreuses reprises, oui, ça paraît tout à fait logique qu'on aille dans ces hauteurs-là. Ouais. Et pour vous, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est un grand club ou comment dire, il reste encore des étapes à... Non, mais qu'est-ce que vous appelez un grand club? Donnez-moi votre définition. Qu'est-ce que je veux dire parce qu'aujourd'hui, on sait tous que le Paris Saint-Germain a réussi son coup, comme vous me disiez souvent à l'antenne, avec Zlatan Ibrahimovic et Thiago Silva l'année dernière. Aujourd'hui, aux yeux des Européens, est-ce que le Paris Saint-Germain est devenu un ténor européen par le fait de recrutement de joueurs aussi importants, ou simplement à l'image de son budget? Non, mais écoutez, on ne peut pas dire que ça se limite au budget. De toute façon, ça n'arrive jamais qu'un club ayant 400 ou 500 millions d'euros de budget n'ait pas de résultat. Ça, c'est impossible. Vous êtes forcément dans les 2 premiers de votre championnat et vous êtes forcément compétitif au plus haut niveau européen. Regardez les stats du PSG cette saison, elles sont comparables. Hier, au spécimen, j'en ai fait un sujet sur Canal Plus Sport. Elles sont comparables à celles du Barça ou du Bayern. C'est la seule équipe invaincue cette saison avec le Barça. C'est l'équipe qui, avec le Bayern, a perdu le moins de matchs en 2013. Donc oui, le PSG s'est positionné maintenant parmi les très grands d'Europe. Ce qui fait encore la différence avec un club comme le Bayern ou avec un club comme le Barça, c'est que sur un match, il faut un partout contre Navest. Voilà, je pense que dans 2 ans, on en parlera plus, on n'arrivera plus. Bon, c'est ce que j'appellerais une petite erreur de jeunesse. Hein. On a oublié que avant de remplacer un joueur, un défenseur, alors qu'il y avait 0-0, il fallait d'abord aller gagner le match. Mais je pense que la logique était faite d'une préparation comment je peux dire ça, d'une préparation dans un but de briller en dehors du club, c'était ça de Thiago Silva, et il est possible que le staff parisien se soit montré un petit peu laxiste dans cette histoire, mais ils vont apprendre, hein, et on ne les prendra plus, je pense, assez bientôt. D'accord. Autre
surtout... Donc je pense que j'ai répondu à votre question là. Oui, Paris est aujourd'hui un grand club européen. Le problème, c'est après il faut gagner, il faut sceller ce statut en gagnant des trophées. D'abord les trophées domestiques chez soi année après année, et puis régulièrement être ceux qui remportent la Ligue des Champions. Bon, bah ça c'est je pense, c'est l'étape suivante. Mais encore une fois, ne soyons pas trop pressés. Et c'est pas parce que Paris ne la gagnera pas cette saison qu'ils ne seront pas un grand club. Vous comprenez? Oui, tout à fait, bien sûr. Et autre chose, puisque vous avez été tout l'été à suivre le dossier, comment vous pensez que le Paris Saint-Germain a géré le cas Ancelotti? Et qu'est-ce que vous pensez, vous, de Laurent Blanc? Le cas Ancelotti n'a pas été bien géré. On sait bien, ça, je pas en train de nouveau pour moi. Je pense que Ancelotti était l'homme qu'il fallait et je ne parle pas de Laurent Blanc, là, je pense qu'Ancelotti était l'homme qu'il fallait au PSG. Il avait le bon profil. Surtout il avait la bonne distance pour gérer les stars de manière à la fois ferme et amicale. Tous les grands joueurs qui ont travaillé avec Ancelotti disaient, c'est un ami. Et un ami qui sait se montrer à un moment ou à un autre décisionnaire. Cette posture-là lui a valu quand même un palmarès assez important. Et alors, je sais bien qu'aujourd'hui, il est de bon ton en France de comparer le bilan de Ancelotti après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 journées et celui de Laurent Blanc un an plus tard avec un effectif différent, en tout cas en progression. Mais ça ne sert à rien. Ça, c'est la discussion de comptoir. Ce qui compte réellement, c'est le palmarès en fin de saison et puis au bout d'une carrière. Celui de Ancelotti, il est incontestable. Celui de Laurent Blanc, il est encore à construire. Voilà, c'est tout. Laurent, il sera champion de France avec cette équipe, ça ne fait aucun doute. Mais ça, c'est le minimum. Là où il marquera son passage par une vraie progression, c'est s'il amène ce club en demi-finale cette saison et qu'il lui fait gagner, outre le titre de champion, une des deux coupes nationales. Voilà, ça sera un progrès. Vous comprenez? Si, au bout du compte, Laurent Blanc permet au PSG de battre le record de points en Ligue 1 sur une saison, oui, on pourrait dire que Laurent Blanc a fait du bon boulot. Pour l'instant, on ne sait pas. Voilà, ça me paraît tout à fait prématuré. Alors, Laurent Blanc, je ne pense pas de mal de lui. Voilà. Avant de penser du très bien de lui, je vais attendre, comme tout le monde, de juger sur le résultat, mais il est là. C'est pas non plus par hasard. Hein. On n'a pas choisi le guignol de service. Il lui reste encore à solidifier sa stature de grand manager et donc de gestionnaire d'égo. Voilà, ça je pense que mais ça fait partie de son plan de carrière. C'est un jeune entraîneur, regardez, c'est juste ça, 4e saison en Ligue 1. Imaginez, c'est quand même très peu. Très peu. Voilà. Et pour revenir sur le cas Ancelotti, Ancelotti et Blanc ne sont pas au même stade de leur carrière. Ancelotti est je pense, un des seigneurs du foot européen. Je ne suis pas certain qu'il ait été tout à fait bien considéré. Et d'ailleurs, vous savez très bien comme moi, je pense que c'est le premier à soulever le lièvre, que la gestion par le dirigeant du PSG de la défaite à Reims l'année dernière a été désastreuse et que c'est ça qui a conduit Ancelotti à partir, alors qu'il aurait, à mon sens, pu et dû rester. Voilà. Et que pensez-vous de l'information qui est sortie justement comme quoi les dirigeants qataris voulaient prolonger Laurent Blanc justement? Écoutez, j'en sais rien. Voilà, tout simplement, je n'en sais rien. On dit de tout. Si Laurent Blanc fait un bon travail et que personne de mieux ne s'impose, ils le garderont. Il a un avantage quand même de Laurent Blanc. Un gros avantage. Il coûte pas cher. Par rapport à son salaire est à peu près de l'ordre de 10 fois moins que celui de Carlo Ancelotti, vous voyez. Donc, sur un plan financier, vous ne prenez aucun risque à le prolonger. C'est pas ça qui compte à mes yeux. Ce qui compte à mes yeux, comme aux vôtres, c'est la capacité de Laurent à permettre au PSG de solidifier son palmarès et de continuer sa progression pour atteindre le niveau réel d'un club comme le FC Barcelone ou comme le Bayern Munich. Voilà. Et si jamais ça se produit, si jamais il le fait, naturellement, il sera prolongé. Tout à fait. De toute façon, on est d'accord à dire que pour l'instant, il fait quasiment un sans faute.
Oui, mais moi j'ai envie de dire, c'est très bien. Vous mettez Frédéric Hans sur le banc du PSG, il fera peut-être un sans faute aussi. Vous mettez Laurent Blanc sur le banc de Bastia, il fera peut-être pas un sans faute. Mais puisqu'il est au PSG actuellement, puisqu'il est il est dans la place, il faut reconnaître qu'il fait plutôt du bon boulot. Même si, encore une fois, je pense que sa gestion du Thiago Silva mercredi soir mardi soir contre Anderlecht n'a pas forcément été judicieuse. Hein. Je pense que c'était pas le coaching à faire à ce moment-là du match. Et s'il l'a fait, c'est sans doute parce que il y avait une volonté de la part du capitaine du PSG d'être en forme pour aller jouer au Brésil la semaine suivante. Mais par rapport à la carrière et au parcours du PSG, un match amical du Brésil, ça n'a aucune importance. Et ça, c'est mon sentiment. Oui, Oui, Laurent Blanc fait du bon boulot. Oui. À ce stade de la saison, c'est indiscutable. vous dites que le cas a été mal géré, le cas de Thiago Silva. Mais imaginons demain, il ne serait pas rentré contre les Belges. Et demain, il aurait joué d'entrée, mais il se serait troué ou il se serait reblessé. Là, on aurait tapé Oui, sur mais monsieur, écoutez, on va être simple, c'est Florent, c'est ça. Moi, je ne juge pas dans imaginons. Moi, je juge sur ce qui s'est passé. Donc, imaginons, ça ne m'intéresse pas. On peut tout imaginer, et c'est toujours mieux d'imaginer. Moi, je juge sur les faits. Voilà. Et là, je pense qu'on peut adresser une critique, qui est une critique constructive, encore une fois, sur la façon dont ce cas a été géré. N'oublions jamais une chose, hein. Quel que soit le joueur, il ne doit jamais être plus grand que le club. Jamais. Sinon, le club n'est jamais grand. C'est clair? D'accord. À toi, Nicolas? Non, mais je comprends tout à fait l'erreur qu'il a fait mardi avec Thiago Silva, mais d'accord. Mais il a fait aussi quelques choix importants au niveau de son coaching. On va parler de celui de Saint-Etienne, tout certes, ça a marché, mais c'est des choses que quand même... J'ai pas compris. Vous m'avez dit qu'il a fait aussi des mauvais choix dans son coaching. Non, des bons choix, je veux dire. Ah, des bons choix. Mais est-ce que je vous ai dit qu'il avait fait des mauvais choix sur ce match? Je vous ai juste dit que mon sentiment était que ce cas précis avait été mal géré et que c'était un des exemples qui prouvait la marge de progression et du club et de l'entraîneur. Voilà, c'est encore une fois tout à fait réparable. Bon, voilà, on a Paris aurait dû gagner ce match, il n'a fait que match nul. Ma foi, c'est pas grave, il gagnera suivant. Et puis c'est comme ça qu'on grandit. Hein. Comme on dit, Rome ne s'est pas fait pendant un jour, mais Paris non plus. C'était effectivement... ouais. Florian? Et Oui. Oui, Nico. Vas-y, Nico, si t'as encore des questions, vas-y, hein, parce que... Ben moi j'ai pas mal de questions parce que je suis admiratif de l'homme, donc quand je vois toutes les enquêtes qu'il fait, c'est impressionnant. Et je suis admiratif de toutes les statistiques et j'avoue que je regarde particulièrement Infosport pour Monsieur Geoffroy Galtier. C'est gentil, merci beaucoup et Infosport vous remercie. Je pense que vous contribuez à faire gonfler les sites d'audience, donc merci beaucoup, c'est sympa. Et preuve de confiance. Justement, je voulais savoir si étant donné que vous êtes de la chaîne Canal+, s'il y a un désaccord, quelque chose qui gêne vis-à-vis des joueurs du Paris Saint-Germain. Dans le combat vraiment de Bein Sport. Parce que... Alors là, je vous tout de suite, je ne parlerai pas de ça. Moi, je vais donner mon opinion en tant que, et mon analyse en tant que consultant, mais je vais évidemment pas, parce que c'est pas à moi de le faire, parler d'une éventuelle, ou en tout cas des relations entre Canal+, Bein-Sport et les enjeux du marché des droits télé. Non, c'est bon, c'était juste parce que vous parliez de la chaîne, c'est pour ça que je pensais que, comme il y avait pas mal d'informations, puisque comme on parlait tout à l'heure de Cristiano Ronaldo et on était le premier à relayer votre information, on y croyait dur comme fer, hein, comme tout le monde. Et sinon, comment vous pensez, vous, le cas de Cavani? Tout à fait. Ouais. Le cas de Cavani. Allez-y. Voilà. Est-ce que vous pensez que à droite, comme il est en sélection européenne, c'est une bonne chose, sachant qu'on a vu que son absence a été super importante contre Anderlecht, on l'a remarqué. Ou est-ce que vous pensez qu'il doit être en pointe et que Laurent Blanc doit revoir son système?
Il y a deux lectures. La première lecture, c'est que le PSG est meilleur avec Cavani que sans Cavani. Là-dessus, je pense qu'on est d'accord. La deuxième lecture consiste à dire oui, mais Cavani est meilleur en pointe que sur le côté. Et c'est également la vérité. Sauf que quand vous mettez un autre joueur que Cavani sur le côté, le niveau est moins bien fait. Résultat, vous avez tendance à dire, puisqu'on ne peut pas dissocier Ibrahimovic de Cavani, eh bien, entre guillemets, sacrifions un peu Cavani dans son positionnement et mettons-le sur le couloir droit. C'est en tout cas le raisonnement de Rambert, puisque le Rambert estime qu'avec son 4-3-3, il a plus de sécurité. Voilà. Maintenant, j'ai envie de dire deux choses par rapport à ça. N'oublions pas une chose, c'est que l'effectif du PSG, pour l'instant, n'a pas été conçu pour jouer en 4-3-3, sachant que dans le 4-3-3 actuel, avec le départ de Chantôme pour Toulouse, il n'y a que 4 joueurs pour son place. On est d'accord les 3 actuels, plus Rabiot. Et que sur les, on va dire, 3 places de devant, en revanche, vous avez 3 autres joueurs qui sont systématiquement sur le banc, à savoir Ladetti ou Lucas, Menez et Pastore. Bon, à mon avis, ça peut poser un problème d'équilibre, également un problème de répartition des efforts, voire même d'effectifs en cas de blessure de l'un ou de l'autre joueur du milieu de terrain. Si jamais un Thiago Motta se blesse, on sait qu'il est fragile, on sera obligé de tout reporter sur un Rabiot, Verratti, Thiago Matuidi, en sachant que les joueurs ne pourraient pas jouer tous les matchs, et donc forcément vous seriez obligé d'adapter votre système, de changer le système pour l'adapter à l'effectif restant, vous comprenez? C'est ça la question. Alors, moi je me suis dit dans mon raisonnement au départ, il est simple. Je pense que vu la qualité technique des joueurs du milieu de terrain parisien, je suis convaincu que Matuidi et Thiago Motta suffiraient en termes de double pivot pour, on va dire, balayer et occuper les secteurs du milieu défensif. Je crois que Verratti pourrait jouer plus haut sans aucun problème. Vous comprenez, presque dans un rôle de faux numéro 10. On peut aussi imaginer un 4-2-3-1. Avec un double pivot, et puis 2 joueurs excentrés, qui pourraient être Ladetti et Lucas, par exemple, Cavani en pointe, et Ibrahimovic tournant autour de lui façon d'un 9,5. On peut imaginer plein de systèmes. L'effectif du PSG, il est tellement riche que tout est possible, tout est concevable. Pour l'instant, Laurent Blanc, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il dit, je veux le ballon, parce que si j'ai le ballon, j'ai moins de chances de prendre des buts. Donc, on va assurer la possession de balle, en renforçant le milieu de terrain, en prenant des joueurs qui sont extrêmement compétents en termes de récupération, en termes de transformation du jeu, c'est le cas de Thiago Motta, et avec une qualité de passe très sûre, c'est le cas de Verratti. C'est son option. Pour l'instant, on a fait du raison. Bon, moi, je pense qu'on pourrait faire différemment, mais je suis pas sur le banc, je suis pas le technicien du PSG. Est-ce que vous pensez qu'il faut attendre un revers important avec son schéma 4-3-3 pour qu'il pense à le changer? Parce qu'on est d'accord, s'il tient aujourd'hui et si le Paris Saint-Germain fait des résultats, c'est en grande partie grâce à Thiago Motta. C'est quand même la grosse recrue de cette saison. Qui la grosse recrue de la saison? Thiago Motta. Ah, Thiago Motta, mais Thiago Motta, c'est pas compliqué. Moi, là-dessus, j'abonde dans l'autre sens. Quand on me dit le bilan de Laurent Blanc, il est supérieur à celui d'Ancelotti, on a déjà parlé de ça. Imaginez, parce que l'année dernière, Paris a perdu 5 matchs. 5 matchs, 6 matchs dans la saison. 5 en Ligue 1 et 1 en Ligue des Champions, sachant que les éliminations en Coupe de France, la Coupe de la Ligue au tir au but ne sont pas considérées comme des défaites, mais comme des matchs nuls avec une élimination. Les 6 matchs qui ont été perdus par le PSG sur le terrain la saison dernière, c'était sans Thiago Motta. Voilà. Donc, cette saison, Thiago Motta est en pleine forme, mais Paris n'a pas encore perdu un match. Je ne peux y voir qu'une relation de causalité. Maintenant, si, donc, on va revenir à ce que vous avez question, si Thiago Motta se blesse, par exemple, je ne souhaite pas, c'est un joueur que j'admire, qui est vraiment fantastique, je ne vois pas comment Paris pourra continuer avec ces systèmes-là. Ça me paraît très compliqué. Ça me paraîtra très compliqué.
ils ne pourront pas tenir le ballon autant. Matuidi n'a pas le jeu, n'a pas la sûreté dans le premier contact, il n'a pas les mêmes atouts, a d'autres atouts, d'explosivité, en termes d'interception notamment, donc pour remplacer Thiago Motta, c'est rare non plus. Et vous ne pouvez pas faire une saison complète avec Rabiot, qui est encore très jeune et qui a encore une grosse marge de progression. Donc si jamais Thiago Motta se blessait, je ne vois pas comment le 4-3-3 pourrait perdurer. On est d'accord, c'est la plus grosse crainte du PSG aujourd'hui, c'est la blessure de Thiago Motta. Ibrahimovic aussi. Bon, ça dit poste pour poste, on peut remplacer Ibra par Cavani. Mais oui, pour moi, l'invincibilité du PSG, le centre névralgique du jeu du PSG, ça fait pour le coup très longtemps qu'on le dit, c'est bien sûr Thiago Motta, qui était le meilleur numéro 8 d'Italie quand il était militaire, avec le pourcentage de passes réussies dans le camp adversaire le plus important de Serie A, et aujourd'hui c'est la même statistique en Ligue 1, et puis c'est le talisman du PSG, hein. On va rappeler que sur 32 matchs de Ligue 1, il en a perdu un. Et encore, c'était à Lille, rappelez-vous, à 10 contre 11, Paris avait mené 1-0, et suite à l'expulsion de Sacco, Paris a perdu le match, qui d'ailleurs a été fatal dans la lutte pour le titre en devinance de but 12 contre Montpellier. Mais voilà, oui, le talisman du PSG, comme Brandao et on parle pas des deux joueurs, il faut parler des deux uniquement, hein, qu'on soit bien d'accord. Comme Brandao est le talisman de Saint-Etienne. D'accord. À toi, Florian? Et concernant Pastor, vous l'expliquez comment le mal-être du joueur? Je sais pas. Franchement, c'est un vrai mystère. Il faudrait être à sa place, il faudrait qu'il s'en parle, il faudrait qu'il se confie. Or, ils sont déjà même pas ouverts, en tout cas, peut-être assez proches, mais ces confidences ne sont pas parvenues jusqu'à moi. Je ne sais pas ce qui a pu se passer, j'ai le sentiment, comme ça, hein, j'ai le sentiment au mercato d'hiver 2011, lorsque Maxwell, Mota, Alex sont arrivés, quelque chose s'est passé. On n'a plus retrouvé ce joueur. Comme si il avait perdu une partie de sa fraîcheur ou une partie de sa confiance, je ne sais pas. Franchement, ça reste un grand mystère. Ça reste un bon joueur, mais on a le sentiment depuis quelques mois qu'il ne joue pas en confiance. Hormis, je vais mettre à part le match retour contre Barcelone en quart de finale la saison dernière, où il avait fait bon. Voilà. Mais on n'a plus vu Javier Pastore que par intermittence depuis. C'est ça qui est complètement étrange. Parce que moi d'un point de vue personnel, je suis tenté de dire que il s'est éteint au fil du moment qu'on n'attendait plus grand-chose de lui, que c'était plus, on va dire, entre guillemets, le Messi du PSG. Donc, il y a les matchs contre Toulouse, et après contre le match retour contre Barcelone, comme vous le dites. Donc pour moi, ça reste une énigme. Ouais, ça reste effectivement un mystère. Ce mystère, c'est peut-être dû au fait qu'il a compris qu'il était moins important, parce que son amour propre en a pris un coup, mais il y a des choses, peut-être dans sa vie personnelle, il y a eu des événements négatifs. C'est complexe, hein, la psychologie d'un joueur de foot, et dans la carrière d'un joueur, d'un homme de haut niveau, il y a des petits détails qui peuvent être hyper importants. Si vous n'avez pas connaissance, c'est très compliqué pour l'analyse. Voilà. Et je le dis franchement, je ne sais pas. Voilà, il me manque des éléments de jugement. D'accord. Et à contrario, le regain de forme de Vanderville, c'est juste impressionnant, quoi. Moi, j'ai tout le temps dit que c'était un joueur fait pour une équipe qui avait la possession de balle, et offensivement, c'est centre, c'est pas compliqué. Vanderville ne sait pas jouer en reculant. Okay, c'est un joueur de couloir, un attaquant de couloir. Quand les s'il est arrivé après, on va dire, 2 ans très compliqués, puis la finale de la Coupe du Monde 2010, il arrive dans un contexte un peu spécial, c'est-à-dire qu'il venait de celui qui était un de ceux qui venait de la défense.
et donc l'accueil n'a pas forcément été très bon. Et vous savez très très bien comment nous, les Français, les médias français, nous sommes enclins à défendre les joueurs très rapidement. Donc j'ai jamais pensé qu'il était nul, j'ai toujours été convaincu qu'il faut qu'il y ait du temps, parce que de toute façon, quand vous arrivez dans un nouveau contexte, il faut du temps, enfin, plus ou moins long, mais il faut vous adapter. Regardez même Maxwell a été critiqué. Et on a été critiqué, on est arrivé combien de joueurs du PSG qui ont été coachés par Leonardo, mais avec Thiago Silva à part. On s'aperçoit que Maxwell a sa place. On voit bien que Vanderbilt, petit à petit, monte en puissance et va devenir l'un des piliers du PSG. C'est le cas aussi d'Alex qui est maintenant dit. C'est le cas, je pense, de Botin et comme Ferrati. Après, il reste des points noirs. Ce point noir, c'est le rendement, on va dire, intermittent de joueurs comme Lucas ou comme Lavetti. Bon, Lucas, on peut se poser la question de son adaptabilité au jeu européen. Lavetti, moi, c'est un joueur dont je suis vraiment un grand partisan, mais en ce moment, depuis très temps, je peux quand même que me rendre à l'évidence. Il est extrêmement brouillon, il joue un peu les yeux fermés, il ne sait pas conclure une action, il a même du mal dans ses phases décisives. Donc voilà, regarde le nombre d'actions importantes dont la conclusion est ratée par la VDI, qui sont les buts du 1-0, je pense là contre Anderlecht, là, cette tête au-dessus, je pense l'année dernière notamment, rappelez-vous, au but cette occasion incroyable ratée à Reims, la VDI aurait pu changer le cours des matchs pour Paris, et il ne l'a pas fait. Et je pense que depuis le match contre Valence l'année dernière en Ligue des Champions, en demi-finale, il est en régression, voilà, mais la carrière d'un joueur de foot, le parcours d'un joueur de foot, c'est pas linéaire. C'est des machines de précision, qui étaient réglées, peut-être que ça va revenir. Voilà. Donc, moi, vous m'entendrez jamais critiquer un joueur de manière virulente. D'abord parce que je pense que c'est injuste. Nous ne sommes pas sur le terrain. C'est souvent d'un beau fruit que de dire qu'un tel est nul ou est mauvais. C'est une facilité qui permet juste de se faire mousser, et ça m'intéresse pas. Voilà. Donc je reste fidèle à ma ligne. Je n'ai pas de mal des joueurs. C'est tout à votre honneur. Tout à fait. Voilà mon ami. Bon allez, je vous donne une dernière question, puis je vais devoir vous laisser. Voilà. C'est une petite question un peu osée, on va dire. La semaine dernière, bon nombre de médias s'amusaient à comparer et à demander de comparer les époques du PSG entre l'époque Qatari de ce moment et l'époque Canal+, de la grande épopée, quoi, avec les Le Guen, Guérin, Fournier, Ginard, voilà. Et vous, en fait, vous pensez que c'est osé de comparer les deux époques ou vous avez un avis tranché là-dessus? Non, mais c'est incomparable. Bon, à l'époque, Paris n'était pas le premier club français, c'était le rival de l'OM. Paris n'avait pas le premier budget de la Ligue 1, et surtout, Paris était dans sa première grande époque, pas première, mais aussi première grande époque européenne. Le palmarès de Paris en Coupe d'Europe, il était quasiment bien, puisque le club n'avait jamais dépassé les quarts de finale auparavant. Donc Paris faisait son apparition. Voilà, c'était les premiers pas d'un futur grand club sur la scène européenne. Et ça s'est traduit par 5 demi-finales consécutives. C'était quand même un record en Europe. Qui est un record depuis le Real Madrid des années 50. À l'époque, il n'était pas question de bâtir un des 5 plus grands clubs du monde. En tout cas, ça m'avait échappé. Là, on a mis les moyens pour bâtir un des 5 plus grands clubs du monde. Donc, on se rappellera, si on regarde ça avec recul et mesure, on se dira que le Paris des années 90, sous la présidence de Michel Denisot, a fait franchir un palier à ce club, et qu'aujourd'hui, c'est la deuxième grande époque. Hein. Et on ne sait pas où ça va s'arrêter. Mais moi, je ne veux pas les comparer et dire que l'un est meilleur que l'autre. Je dirais que
peut-être que sans ce que le PSG a été dans les années 90, il n'y aurait pas eu les Qatariens aujourd'hui. Parce qu'ils sont venus aussi sur un souvenir. Ils sont venus aussi sur des choses qui avaient été faites. Ils sont venus aussi sur la victoire des coupes, sur les 94, sur des choses qui montraient que quelque chose serait possible à Paris avec, si on y mettait les moyens. Voilà, tout simplement. Donc c'est une suite logique pour moi. Là, le QSI d'aujourd'hui, le PSG de QSI découle du PSG quelque part des années 90. D'accord. Bah, merci bien en tout cas. Voilà, Merci. chers amis. Merci bien en tout cas, Geoffroy. Je vous en prie. Merci bien d'avoir accepté l'invitation. Et, Il y a pas de plaisir. et demain, j'ai des confrères à vous. Demain, j'aurai Romain Delbello à partir de 14h. Ouais. Et Cher Romain. il est très gentil d'avoir accepté aussi, hein, d'ailleurs. Et Olivier Talaron. Ok, Olivier Talaron, c'est des gens formidables. Romain et Olivier, vous allez bien vous marrer avec eux. D'accord, bah merci bien en tout cas, hein, Geoffroy, d'avoir accepté encore, hein, c'est très gentil. Ok, merci à vous les gars. Allez, bonne continuation et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc voilà les amis, donc on aura Romain Delbello et puis Olivier Talaron dans peu de temps. Donc je vais regarder à combien on a été écouté. Comme ça peut toujours être une petite info quand même. Donc on a été écouté 82. Oh, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal. Donc on a quelques petites informations là, qui viennent de sortir. Ouais. Vas-y. Le groupe est sorti, donc Verratti est forfait, et donc il est touché à la cuisse. D'accord. On note aussi l'absence d'Aline Gonda et Coman Kingsley, donc il va convoquer 19 joueurs avec Edison Cavani. D'accord. Et c'est Rabiot qui remplace Verratti alors. Alors, soit il y a Rabiot, soit il nous tente quelque chose de différent. Ah ouais. Ah, il pourrait. Ouais. Maxwell au milieu et Digne arrière gauche. Non, quand même pas. Non, plutôt un Pastore ou un schéma 4-4-2, comme disait tout à l'heure Geoffroy Guichet, mais je pense pas que, comment dire, il va changer son système tant qu'on ne perd pas. Je le crains malheureusement. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut souligner quand même que l'absence de Cavani a été très très préjudiciale mardi contre Anderlecht, ça s'est ressenti, et alors espérons que ce joueur ne se laissera pas. Ah oui, c'est notre premier défenseur, donc. C'est clair. Mais j'ai pas pensé à lui poser la question au sujet de Cavani, s'il pensait qu'il allait avoir un départ, mais bon, moi je pense que c'est vraiment des rumeurs. Prématuré, et de toute façon on aurait connu sa réponse. Bah oui. Je pense que non, je pense pas l'histoire du départ, on sait très bien ce que c'est du journalisme, propagande. Je pense qu'au mois de novembre, parler de ça, alors que la saison n'est pas terminée, qu'on a des grosses échéances à venir. Voilà, donc non, je trouve que c'est un peu bon naturel de parler de ce genre de choses. Mais bon, on s'en souvient tous, hein, quand Ibrahimovic est arrivé, 3 mois après, on annonçait déjà son départ. C'est clair. Donc, que Naples s'intéressait à lui, donc on a l'habitude de ce genre de choses. Non, il y a eu le nom de Banega qui est sorti, le joueur de l'FC Valence. Il y a Juan Mata qui est vraiment, je pense, la priorité pour. Ouais, je suis sûr qu'il va venir. Je suis persuadé. Je sais pas pourquoi. Bah, on ne peut pas aller sur des suspicions ou des pronostics, il faut plutôt qu'on attende d'avoir beaucoup plus d'informations. Après, bon, la piste Balotelli, je n'y crois pas du tout, donc moi c'est mon sentiment personnel, et je pense qu'avec des informations, de toute façon, on annonce tous les jours au PSG quand il commence à avoir une crise en Italie, donc c'est pas plus mal. On a annoncé aussi que Thiago Motta était en discussion pour une prolongation de contrat, donc ça a commencé depuis le début de la semaine. Donc je pense que vous avez suivi comme moi la conférence de presse de Laurent Blanc, qui a vraiment confirmé l'information, comme quoi il y avait des négociations de contrat, donc avec Salvatore Sirigu, Maxwell et Thiago Motta. Pour lui, il faut négocier les contrats 2 ans avant la fin. Et donc il a pointé du doigt, bon, sans trop le nommer, mais je pense que Leonardo peut le prendre pour lui, d'avoir laissé Jaime Menez jusqu'à la fin de son contrat.
Donc il dit simplement que Jamie Menez aujourd'hui est en position de force vis-à-vis du club. Que en fait, soit il re-signe à Paris, soit il peut signer donc on peut le dire gratuitement dans n'importe quel club au mois de janvier. Donc la piste la plus chaude, ce serait la Juventus de Turin. Ah ouais. Un ailier droit, dynamique. Comme on sait que la Juventus de Turin peine un petit peu, que ce soit dans le cachot ou à la Ligue des Champions. Donc voilà, donc pour le moment, on ne sait pas trop, mais Jérémy Menez avait donné une interview à France 3 qui disait qu'il voulait continuer à Paris, que c'était son but. Mais je pense qu'on peut souligner vraiment, on n'a pas parlé tout à l'heure avec Geoffroy, on aurait pu en parler. C'est le cas de Jérémy Menez, moi pour moi il a été très bien négocié. Et ça peut être aussi une réussite de Laurent Blanc. Après, c'est vrai que Caminez et Thiago Silva n'est pas le même, bien entendu. Et donc, autre information, demain, Thiago Silva devrait être titulaire, puisqu'il faut qu'il joue avant de rejoindre le Lille. Et j'allais pour être préféré à Vanderbilt sur le côté droit. Parce que Vanderbilt n'a pas été très convaincant à son arrêt. D'accord. Mais à ton avis, ça sera qui? Ça sera Marquinhos ou Alex à côté? Je pense sincèrement que ça allait. Ouais. Marquinhos, c'est. Bon, après, on aura peut-être un test. Mais pour le moment, ce sera Alex, hein, comme on l'a vu, mardi, il a sorti Marquinhos. Et je pense que ça peut être une bonne chose pour lui. Mais après, je ne sais pas, parce que Marquinhos est aussi appelé en sélection. Donc, on ne sait pas. On verra bien. Donc, on va souligner que c'est la première sélection de Marquinhos. Ça va être assez sympa pour lui, quoi. C'est clair, tout à fait. Et tu connais le petit Chilien qui a signé là? Qui c'est? Le petit Chilien de 16 ans qui a signé. Alors, selon nos informations, selon la fondation de Titi du PSG, ça n'a rien à voir avec un grand espoir du Paris Saint-Germain, c'est un joueur parmi tant d'autres. D'accord. C'est pas dans le but d'en faire une pépite. D'accord. D'accord. Voilà. J'ai vu ça. Sinon, c'est pour ça que ça n'a pas été beaucoup relayé, notamment par les grands quotidiens. Mais je te dis toujours, hein, selon les Titi du PSG, qui sont quand même des joueurs de référence au niveau des Titi. Ouais. Notamment, je vous invite à aller visiter son site aujourd'hui pour voir une interview d'Adrien Rabiot, qui est assez intéressante. Il parle de son éclosion, il parle de sa relation, de son passage à Toulouse et du fait qu'il n'en donne aucun cas à Carlo Ancelotti parce que c'est l'entraîneur qui a permis de poser les pieds sur une pelouse de Ligue 1. Donc voilà, assez sympa. Hein. Il dit toujours que Paris est invincible. Pour lui, je pense que c'est sa phrase qui va rester comme Lucas, champion de mon frère. C'est clair. Ouais, bah, comme Zlatan, son si c'est Paris. Sinon, je pense que vous avez dû voir que Lucas a été désigné par Giroud. Ouais. Donc on espère de tout cœur que Lucas va réussir à faire taire ses critiques. C'est clair. Peut-être demander des gens avec Giroud. C'est vrai. C'est vrai qu'il a été dur. Là. Il a été dur quand même avec le joueur parisien. Et moi, je trouve ça exaspérant des joueurs qui ont des qualités intrinsèques, mais qui font rien pour. Enfin, c'est comme Menez, Lucas. Voilà, quoi, c'est nonchalant. Bon, Lucas, c'est pas trop la nonchalance, mais bon, c'est énervant, quoi. C'est le match contre Anderlecht, il rate pas sa frappe qui reprend là du roi. Le discours il est tout autre. Hein. Bah oui, voilà, c'est comme la psy, hein. Ils ont bien dit, Ezekiel l'avait dit, mais moi personnellement, l'avais dit, c'est un joueur que j'adore. Mais c'est l'un des seuls à percuter comme il fait, quoi. On a eu d'autres informations et on l'a relayé. On commence quand même. On vous rappelle quand même que David Ospina, qui aurait les Marseillais avec plus de 9 parades décisives, est forfait demain. Et que c'est un jeune donc, qui s'appelle Lucas Zero. Il s'appelle Lucas Zeronet.
Donc, aucune expérience en Ligue 1. Il a joué que 3 matchs dans sa carrière pro, notamment l'année dernière à Istres, où il était traité. Donc, il n'a pas gagné un seul match. Il a encaissé 4 buts sur 3 matchs. Mais bon, moi, comme je l'ai souligné sur le site, on sait très bien que des gardiens qui n'ont pas d'expérience sont capables de n'importe quoi sur la pelouse du Parc des Princes, dont l'année dernière, si vous vous souvenez bien, quand Costil a été expulsé contre Rennes, lors du match contre Rennes, on avait checké Hendry qui avait pris les cages et qui avait fait des miracles, on s'en souvient tous. À 9 contre 11, on n'a pas été capable de lui marquer un but, donc un but de plus, pardon, je veux dire, on n'a pas marqué un but, mais voilà. Donc il faut faire quand même attention à cette équipe de Nice où il y a quand même Dario qui est vraiment le danger numéro 1. Tout à fait. On va récapituler. Beau spectacle, et puis pour finir, je pense qu'il faut suivre Evian Monaco ce soir. Puisque, en cas de victoire de Monégasque, ça me mettrait un peu de pression. D'accord. Et vous, vos pronostics pour demain? Alors, étant donné qu'on a fait un long match contre Anderlecht et que selon les informations de Charles Villeneuve hier dans le spécimen, que Laurent Blanc aurait poussé une gueulante, je m'attends à une grosse réaction quand même, mais je m'attends à un petit 2-0, ça m'irait. Ouais. Et toi, Florian? Pareil. Ouais, 3-4-0. D'accord. Je vais juste récapituler un petit peu pour la semaine prochaine les invités qui risqueraient d'avoir. Bon, donc demain, bien entendu, il y a Romain Delbello de Canal+. À partir de lundi, donc lundi, il n'y aura pas d'émission. À partir de mardi... À partir... de Pastore et Romain Delbello. Ah, d'accord. Non, au fait, en parlant de Pastore, j'ai lu, je sais plus où, que sa mère, ça allait mal, quoi, qu'elle était mourante. C'est peut-être ça. Ouais. Et effectivement, c'est des informations qui sont pas trop divulguées, et comme il disait Geoffroy, il a des gros problèmes, comme ça fut le cas dernièrement avec Jérémy Ménez aussi, où il a eu des soucis. Donc ça, c'est des trucs qui sont pas très relayés, mais c'est vrai qu'il a des gros soucis mentaux, mais je pense que vous avez pu le voir comme moi, que depuis qu'il est revenu, je sais pas, moi je le trouve pas métamorphosé, mais un peu mieux. Notamment ces passes de l'extérieur du droit là, qui sont magnifiques. Notamment, on a pu le voir encore voir mardi, quoi. Donc je sais pas, je demande à voir, moi j'attends, j'espère de tout cœur qu'il va réussir à éclore et à faire taire un peu tous les critiques et qu'il ait au moins cette chance de la Coupe du Monde. Tout à fait. Et moi je le verrais bien en position, la position de Lavezzi et mettre de Cavani et mettre Cavani à gauche dans le triangle offensif. Je sais pas. Il n'est pas foot manager. Hein. Non mais ça pourrait peut-être fonctionner, hein. C'est pas... Enfin... J'ai jamais... Non, il n'est pas... Je pense que le meilleur poste, c'est la position numéro 10. D'accord. Je vais vous dire quelques noms. Toi peut-être que tu connais peut-être, hein, Nicolas. Donc il y a François David, donc c'est un journaliste en Espagne qui couvre la Ligue 1. Il est suivi par 7000 personnes sur Twitter. Donc il sera avec nous la semaine prochaine. Il y a Christophe Bérard, donc il est spécialiste du Paris Saint-Germain au journal Le Parisien. Il y a Cédric Rouquette qui est rédacteur en chef à Eurosport et qui adore le football. Il y a Malika Massoutra, donc elle travaille sur France 3, le club. Et le dernier, Denis Troche. Denis Troche qui a été entraîneur un petit peu, puis là, bon, je sais pas ce qu'il fait exactement. Denis Troche, il est préparateur mental. Voilà, tout à fait, mental, c'est ça. Donc voilà, tout ça, normalement, il faut planifier, mais ce sera tout ça la semaine prochaine. Et, pardon, et Julien Ménard, pardon, de TF1, de Téléfoot. Tu veux compléter un peu le Oui, bah c'est bien, au moins, comme ça, on a un petit peu... moi, je trouve que c'est bien. Puis les gens, les journalistes, ils acceptent, hein, c'est déjà... Moi, je le dis déjà, c'est merci à eux, hein, parce que déjà, de venir, d'accepter l'invitation, bon, il y a certaines personnes, bien entendu, qui n'acceptent pas ou qui disent rien, hein, mais bon, c'est pas grave.
principalement. Ah oui, et Daniel, Daniel Dutuel qui a joué aussi, bon, pas à Paris, hein, mais il a joué à Marseille et à Bordeaux. Il a fait la finale avec Zidane de la Coupe. Non, pas la finale, je sais plus. Il y avait eu un match La avec. demi. Voilà, la demi-finale, tout à fait. Merci, Florian. Non. Ah, il a joué à Paris FC, je crois. Paris FC, tout à fait. Ouais. Donc voilà. Sinon, on va couper l'enregistrement.